Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine Rétro sur Canal King Télévision qui a le plaisir de recevoir ce soir le docteur Noël Tchani Mwadianvita. Je le présente comme étant ancien président, candidat président de la République en RDC, président de la Force du Changement et de Regroupement Politique. Il est également auteur du plan Marshall pour la RDC, plan dénommé Plan Noël Tchani. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir ici. Plan Marshall Noël Tchani pour la République démocratique du Congo. Oui, c'est une vision de développement grandiose pour remettre le Congo sur les rails. Comme vous savez, notre pays se trouve dans une situation extrêmement délicate. Nous avons tout plein de ressources naturelles. Mais quelle est la situation sur le terrain? La population, elle est très pauvre. Elle est parmi les populations les plus clochardisées du monde. Alors, est-ce qu'on peut avoir les fondamentaux de votre plan Marshall finalement? Les fondamentaux du plan Marshall, c'est d'abord l'objectif de sortir le Congo du sous-développement, de la situation catastrophique actuelle, pour en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tous les 85% de la population qui sont au chômage actuellement. Par quelle magie pratiquement? Par quelle magie? Nous allons mettre en œuvre un arsenal de programmes cohérents, articulés, liés les uns aux autres. Vous allez mettre en œuvre, c'est-à-dire ce n'est pas encore en ouvrage. C'est pas encore un ouvrage finalement, parce que vous allez mettre en œuvre. Nous allons mettre en œuvre, c'est-à-dire que si on adopte le plan existe déjà, oui. Oui, si nous adoptons le plan Marshall au niveau du pays, et en tant que peuple congolais, nous décidons de mettre en œuvre ce plan ensemble pour arriver à transformer la RDC. À quoi nous allons arriver? Nous allons arriver à développer la RDC pour que nous devenions un pays émergent à l'espace de 15 ans. C'est une vision claire et précise de ce que nous pouvons faire pour devenir ce pays-là que nous avons tous rêvé d'être depuis très longtemps. Par exemple, dans le domaine sanitaire. Dans le domaine sanitaire, la pandémie Covid-19 a démontré très clairement que le Congo n'était pas préparé. Nous n'avons pas un seul hôpital donc digne de ce nom. Puisque nous allons parler également de l'état d'urgence prorogé par la Chambre du Parlement, donc nous allons y revenir. Exactement. Donc je disais que nous avons Noël Tchani Mwadianvita qui est ancien candidat président de la République avec lui. Nous allons décortiquer l'actualité qui a suivi en RDC pendant la semaine. Prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo au vu de l'évolution de la pandémie coronavirus qui ondait finalement l'humanité. Il faut dire que le chef de l'État se presse déjà pour le présenter comme sous forme de loi. L'Assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement a adopté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 tel que prorogé à ces jours. Avant de passer au vote article par article, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kassende, représentant du Premier ministre, a présenté l'économie de cette loi à la plénière. Ainsi fait, les deux chambres du Parlement enverront ces textes au président de la République pour sa promulgation. Avec vous, on parle quand même prorogation de l'état d'urgence sanitaire en RDC. Il faut le dire, ça fait pratiquement près de 3 mois déjà que nous sommes dans une phase d'implémentation par rapport à cette pandémie qui endeuille l'humanité. Alors, votre lecture? Ma lecture, c'est que la raison pour laquelle l'état d'urgence avait été proclamé, cette raison existe toujours. La pandémie est là, elle est en train d'ailleurs de s'étendre à grande échelle. Lorsqu'on proclamait l'état d'urgence, on avait à peine un cas testé positif. C'était au début du mois de mars. Aujourd'hui, nous avons 4000 personnes qui ont testé positives à la Covid-19. Donc, nous sommes même beaucoup plus préoccupés par la situation aujourd'hui sanitaire de la RDC qu'en début du mois de mars. Il y a des raisons de justifier cet état d'urgence. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Si nous avions l'état d'urgence jusqu'à présent, et que le nombre de malades a continué à augmenter, qu'est-ce que nous devons faire maintenant comme mesure d'accompagnement pour que ça ne puisse pas continuer à augmenter continuellement? Est-ce que les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place jusqu'à présent ont été efficaces? Je ne dirais pas du tout. Pourquoi? Parce que le nombre ne fait qu'augmenter et nous avons atteint la vitesse de croisière de 4000 personnes atteintes donc de cette pandémie aujourd'hui. La question aussi que nous devons nous poser est de savoir est-ce que nous avons des infrastructures sanitaires dignes de ce nom, bien équipées non seulement en termes d'équipement,
des respirateurs et consorts, mais aussi en termes de médecins et d'infirmiers en nombre suffisant pour s'occuper de ce nombre croissant donc de malades. J'ai peur que la réponse ne soit pas positive. Donc, en tant que pays, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que cette énième prolongation d'état d'urgence arrive à stabiliser la situation pour qu'on ne puisse pas connaître le pire. C'est comme si vous me posiez encore la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais je vous la repose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais que le gouvernement doit être responsable suffisamment. Parce qu'on a proclamé l'état d'urgence. On a proclamé le confinement de la ville de la Gombe. Mais quand vous sortez dehors là, vous serez surpris de constater que nous avons un confinement unique dans son genre à travers le monde. J'appelle ça confinement avec embouteillage. Nous qui vivons dans la ville de la Gombe, nous sommes inondés de voitures qui viennent d'un peu partout parce que ça fonctionne comme s'il n'y avait pas confinement du tout. Donc, les autorités doivent être un peu plus strictes que ça. Quand on confine un quartier, il faut vraiment que ce soit confiné pour que les gens ne puissent pas sortir, les gens ne puissent pas entrer. Deuxième élément important, c'est la mesure de port des masques obligatoires. On nous dit qu'il faut porter les masques obligatoires. Moi, j'ai mes masques et je les change tous les jours. Mais sortez de la ville de Gombe, arrivez par exemple à Kingasani, à Bibwa, à Massina, à Ndjili et consorts, vous allez réaliser que les gens vivent là-bas comme si rien n'était. Donc, ne portent pas des masques, soit parce qu'ils ne réalisent pas encore que cette pandémie, c'est un véritable danger. On continue à raconter des histoires du genre, c'est une maladie des gens de la Gombe, c'est une maladie des gens riches ou bien maladie des Blancs. Donc, les gens n'ont pas adhéré totalement à la mesure qui a été édictée par les autorités sanitaires. Donc, je voudrais que nous puissions faire un peu plus d'efforts pour la sensibilisation, mais que le gouvernement, dans les mesures d'accompagnement, cherche même des voies et moyens pour donner des masques gratuitement à ceux qui n'ont pas de moyens pour pouvoir donc s'en procurer. Tout à l'heure, là, quand on vous a présenté, vous parliez déjà du secteur de la santé par rapport à votre plan Marshall en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que votre plan Marshall a prévu par rapport à l'état de santé de la République démocratique du Congo? Oui, le plan Marshall prévoit un arsenal de mesures complémentaires pour changer fondamentalement la situation sanitaire donc, du pays. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous n'avons pas d'hôpitaux donc dignes de ce nom. Quand vous allez par exemple à l'hôpital général de référence ex-Mama Yemo, vous trouverez que c'est un hôpital qui n'existe que de nom. En réalité, c'est un mouroir. Les gens y entrent pour mourir, pas pour être soignés. J'ai visité l'hôpital général de référence le 31 décembre 2019 et qu'est-ce que j'ai découvert? Il y avait des gens qui étaient dans cet hôpital pendant 6 à 8 mois sans recevoir donc des soins de santé parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Nous devons changer tout cela. J'ai trouvé qu'il y avait des femmes qui avaient accouché avec des enfants dans leurs bras âgés de 6 à 8 mois, mais des femmes et des enfants qu'on a pris en otage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les factures médicales. Je propose ceci, qu'on puisse réhabiliter tous les hôpitaux existants du genre Mama Yemo sur l'ensemble du territoire national pour les mettre au niveau des standards internationaux. 1. 2. Qu'on puisse construire des hôpitaux différents en nombre suffisant pour qu'on ait un hôpital pour au moins 1 million d'habitants. Si nous sommes 100 millions d'habitants aujourd'hui, nous avons besoin de construire littéralement 100 hôpitaux sur l'ensemble du territoire national. Avec quel budget finalement? J'arrive. Oui. Maintenant, au-delà de ça, il faut faciliter l'accès de tous aux soins de santé. Pour le faire, je propose qu'on mette en place l'assurance maladie universelle qui permettra à tout un chacun de nous de se faire prendre en charge comme on le fait actuellement avec les malades de la COVID-19. Qu'on se fasse prendre en charge pour se faire soigner, soit avec des contributions qu'on aura faites dans la caisse d'assurance maladie universelle, soit avec des contributions de l'État dans cette caisse-là. Mais au-delà de ça, qu'on puisse améliorer les conditions de travail des médecins et des infirmières, qu'on augmente leur rémunération. Ce n'est pas normal qu'un médecin congolais soit payé $200-300 jusqu'à $600 par mois. Il n'est pas à mesure donc de travailler correctement, supporter sa famille et se vouer totalement au travail qui est le sien d'être médecin ou bien d'être infirmier. Si nous faisons cet arsenal de mesures, je pense que nous allons améliorer considérablement les conditions d'accès aux soins de santé de qualité donc dans notre pays. Maintenant, comment construire le budget, construire tout ça. Je voudrais saluer les efforts qui sont en train donc d'être menés actuellement. Parce que le Congo, c'est un pays très riche, avec beaucoup de ressources naturelles, avec beaucoup de revenus qui devaient aller dans les caisses de l'État. Mais devinez quoi? Tous ces revenus sont détournés, soit à travers les mécanismes de corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles. Je salue aujourd'hui ce qui est communément convenu d'appeler le procès Kamere et Jamal. Pourquoi? Parce que ce procès va donner un signal très fort
que l'état de droit est en train donc d'être mis en place et que cet état de droit va être fonctionnel et que toute personne qui osera mettre ses mains dans les caisses de l'État va connaître le même sort. On va l'arrêter, le mettre à Makala, le juger, condamner cette personne-là et l'envoyer donc définitivement en prison pour 20, 30, 40 ans si c'est nécessaire et surtout récupérer tous les biens qu'il aurait détournés et qu'il paye même des dommages et intérêts. Si on lance ce message-là clairement, vous allez voir que les caisses de l'État seront pleines de ressources financières qui échappent aujourd'hui au trésor public parce que ces ressources sont détournées ou volées. Comme Luzolobambi qui parlait de 15 milliards de dollars qui s'est volatilisés par an, est-ce que vous pensez qu'avec votre plan Marshall, le Congo peut quand même compter sur vous, puisque vous avez été candidat malheureux finalement aux élections présidentielles de l'année passée? D'abord, je voudrais vous corriger, je ne suis pas candidat malheureux. Ça veut dire quand on parle d'un candidat malheureux, j'arrive, quand on parle d'un candidat malheureux, ça veut dire qu'il y a un qui est heureux. Mais regardons les choses objectivement. Entre Félix-Antoine Tshisekedi et Noël Tchani aujourd'hui, qui est plus malheureux que l'autre? Je pense que lui, il est plus malheureux que moi. Vous savez pourquoi? Moi, je ne pourrais pas dormir tranquille si mon directeur de cabinet se trouve à Makala. Je ne pourrais pas dormir tranquille. Ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'il est accusé des mots contre lesquels je me suis battu et contre lesquels j'ai fait campagne pour gagner la présidence de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a fait campagne contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption, contre le détournement des fonds publics. Et aujourd'hui, son allié dans ce mariage donc de cash, son directeur de cabinet est accusé donc de ces mêmes mots. Nous allons en parler quand même dans ce magazine, dans cette édition. Je pense qu'il doit être beaucoup plus malheureux que moi. On va y revenir. Le temps également de présenter un autre élément en rapport avec la justice, puisqu'on en parle déjà. Nous avons un tout nouveau procureur général près de la Cour constitutionnelle nommé par le chef de l'État. Il s'agit de la personne de Jean-Paul Mukolo. La cérémonie s'est déroulée dans la chambre haute du Parlement devant le Congrès. Le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, a prêté serment ce mardi 2 juin 2020 devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les deux chambres du Parlement dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale. Cette cérémonie a été présidée par le chef de l'État en sa double qualité du magistrat suprême et représentant du peuple. Plusieurs autorités du pays ont préparé à cette cérémonie solennelle, à l'instar de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec dignité et honneur, les fonctions qui me sont confiées. Nous invitons votre haute autorité à donner à l'assermenté procureur général près la Cour constitutionnelle acte de sa prestation de serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Nommé par ordonnance présidentielle du 7 février 2020, 6 de 7 hauts magistrats avaient prêté serment le 19 février dernier au Palais de la Nation devant le chef de l'État, à l'exception de Jean-Paul Mukolo. Ces derniers, en sa qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle, ne pouvaient prêter serment que devant la Nation, représentée par les deux chambres du Parlement, ainsi que le chef de l'État. Le chef de l'État venait de nommer Jean-Paul Mukolo comme procureur général près la Cour constitutionnelle parce qu'on parlait de sa justice. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui que la justice congolaise est sur le rail? Oui, c'est déjà un effort dans la bonne direction que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, nomme des nouvelles personnes pour prendre des hautes fonctions dans la haute magistrature de la République démocratique du Congo parce que nous connaissons la performance de l'ancienne équipe de magistrature. Beaucoup de gens étaient accusés de corruption, de conflits d'intérêts et de ne pas donner au peuple congolais la justice qui doit élever la nation. Donc, je devine que ce nouveau procureur général près de la Cour de cassation fait partie de ces nouvelles personnes sur qui nous pouvons compter pour mettre en place un état de droit fonctionnel, c'est-à-dire une justice juste à l'égard de tout le peuple congolais. Donc, je salue
son arrivée à ce poste stratégique donc, dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est réellement un événement dans l'appareil judiciaire de la RDC? C'est un événement, vous savez, nous devons vivre avec ce que nous avons. Donc, on ne doit pas importer des gens de la planète Lune pour les débarquer en République démocratique du Congo, recommencer à zéro. Donc on doit sélectionner parmi nous les meilleurs parmi les gens que nous avons pour faire le travail. Et j'estime que ce qu'il a fait, d'après ce que j'ai lu de sa biographie, il a un cursus professionnel assez remarquable donc, dans ce domaine. Nous pouvons compter sur lui, tout comme on peut compter sur les autres. Le premier président de la Cour de cassation, les autres procureurs généraux donc, de la République, nous pouvons compter sur cette nouvelle équipe pour que le peuple congolais soit servi avec une nouvelle justice, une justice qui rende justice au peuple congolais. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevons Noël Tiani Mwadi Anvita, ancien candidat à la présidence de la République. Avec lui, on traverse maintenant un cas pour parler de procès Vital Kamerhe. Il faut dire que les lampions s'allument chez les différents témoins qui ont défilé lors du procès passé. Il y a quand même plusieurs autres qui ont nié le fond ou le plan du décaissement des fonds en rapport avec l'urgence du chef de l'État par rapport aux 100 jours. L'ancien ministre des Finances, Henri Yave, l'ancien ministre du Budget, l'honorable Pierre Kangoudia et le gouverneur de la Banque Deogracius Mutombo, tous cités dans le décaissement de 57 millions de dollars destinés à la construction de maisons préfabriquées, somme remise à la société Somibo appartenant à M. Djamal, ont comparé comme témoins ce jeudi 4 juin 2020 à la 4e audience dans le dossier de détournement de fonds dans le programme des 100 jours du chef de l'État. Cité par toutes les parties, puisque étant membre de la chaîne des dépenses à l'époque, les deux ministres ont réclamé tout haut n'exécuter que les ordres venant du directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, qui par une lettre leur a interdit de faire des sorties de fonds sans son autorisation, sauf si ce n'était que pour le paiement du personnel. En plus, ils ont témoigné de n'avoir participé à aucune réunion comme superviseur par rapport à la construction de ces dites maisons. Le gouverneur de la banque, quant à lui, s'est dit exécuter uniquement l'ordre venant de la chaîne des dépenses. Tout à l'heure, là, on a vu le procès Vital Kamerhe. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés jusqu'à la fin de cet élément. Tout de même, nous parlions déjà quand même du procès Kamerhe, du recap du chef de l'État en procès. Vous, en tant qu'observateur ou acteur politique, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette démarche? Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État a finalement relâché son directeur de cabinet? Bon, je pense que le chef de l'État est venu au pouvoir avec un programme. Et ce programme soulignait un certain nombre de valeurs cardinales qu'il faut observer pour que le pays soit bien géré. Ces valeurs cardinales sont par exemple la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et surtout tolérance zéro à l'égard des détournement des fonds publics, respect des lois de la République. Le procès Kamerhe, c'est justement à propos de la violation de ces valeurs cardinales. Nous avons un directeur de cabinet qui est accusé de corruption, de détournement des fonds publics, de non-respect de règles et surtout de jouir de son influence pour enrichir les membres de sa famille de conflits d'intérêts. Ce sont ces choses-là qui ont fait que la République soit clouée au sol jusqu'aujourd'hui. Donc ce procès a une valeur de symbole, une valeur éducative pour tout le peuple congolais, pour tous les hauts fonctionnaires de l'État, pour que plus jamais encore tout celui qui gère les fonds de l'État ne puisse sentir qu'il est autorisé à pouvoir mettre ses mains dans les caisses, se servir à la caisse, enrichir sa famille et appauvrir le peuple congolais. Il y a déjà certaines langues qui s'est délient pour dire que c'est la pure mascarade de voir Vital Kamerhe, un allié majeur du chef de l'État, en procès. Je ne vois pas pourquoi ces gens parlent de pure mascarade. Moi, j'ai essayé d'être un analyste objectif. Et vous savez que j'ai travaillé à la Banque mondiale pendant une trentaine d'années et j'ai géré beaucoup de projets dans lesquels on impliquait ce qu'on appelle la passation des marchés. Je sais comment ça fonctionne. Lorsque je regarde le programme, ce qu'on reproche à Vital Kamerhe aujourd'hui, faire débourser à la Banque centrale 57 millions de dollars sans qu'il y ait un soubassement suffisant, c'est une violation très grave des règles de passation des marchés, mais aussi une violation très grave de la Constitution de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la transparence, mais également les mécanismes de bonne gouvernance. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, voir les gens qui sont impliqués. Son frère dans son bureau, qui est son conseiller, voir son neveu,
qui devient l'intermédiaire qui amène des gens avec des contrats, voire même certains membres de sa famille, sa fille ou sa belle-fille, qui arrivent à bénéficier donc des parcelles dont elle dit elle-même, elle ne connaît pas donc d'où ça vient. Ça soulève beaucoup de questions. Il y a eu des vraies questions, des conflits d'intérêts, de corruption, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance qui sont impliqués donc dans ce cas ici. Et je pense que les gens doivent regarder objectivement à ce qu'on essaie de réaliser. Dans un état de droit fonctionnel, il faut que tout le monde soit jugé correctement. Si Vital Kamerhe arrive à prouver ou arrivait à prouver qu'il était innocent, je serais moi la première personne à applaudir. Mais jusqu'à présent, j'ai peur qu'il soit vraiment dans les pétrins parce que tous les indicateurs donc montrent qu'il sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses très graves qui ont eu lieu et qui ne devraient pas se faire. Par exemple, juste pendant la même période, acquisition de plusieurs parcelles, acquisition de plusieurs biens qui ne sont pas soutenus par des soubassements. Comme directeur du cabinet du chef de l'État, avec ses primes et ses allocations financières, peut-être qu'il est en mesure quand même de s'en procurer, pourquoi pas. Mais si cela est le cas, il faudra qu'il sorte les relevés de comptes bancaires pour dire, vous savez quoi, le 1er février 2020 par exemple, j'ai reçu tel cadeau de la part de telle personne, ou bien c'est ma prime au niveau de la présidence de la République. On peut justifier ces choses-là aujourd'hui avec des relevés bancaires. Par exemple, son épouse a fait une démonstration de quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Elle a dit qu'il y a eu un mariage, tout le monde est au courant qu'ils se sont mariés. Et qu'elle a reçu, par exemple, plus de 800 000 $ en cash. Et c'est impossible. Juste pour vous donner une idée de comparaison, Lionel Messi, l'homme le plus populaire du monde, a dû se marier aussi pendant la même période. Et vous savez combien il a obtenu en cadeau? 24 500 €. Donc, Madame Kamerhe a obtenu plusieurs fois le nombre de cadeaux qu'on a donné à... C'était un mariage somptueux, d'ailleurs, elle a dit qu'elle a invité le monde. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que si on veut pousser la logique si on veut pousser la logique jusqu'au bout, les juges devraient demander à Madame Kamerhe de faire la liste de tous les invités et d'indiquer approximativement combien était reçu de chaque invité. Vous savez pourquoi cet exercice serait important? C'est non seulement pour qu'on puisse vérifier qu'effectivement qu'elle a reçu cet argent-là, 2 invités à son mariage, mais qu'on sache aussi parmi les invités, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui ont donné des cadeaux dans l'espoir de pouvoir recevoir des avantages particuliers sous forme de contrats? Par exemple, à supposer qu'on trouve sur la liste qu'il y avait M. Djamal, qui a donné autant d'argent, ça va soulever beaucoup de questions à ce qui concerne les conflits d'intérêts. Mais si on suit Kamerhe, s'il faut peut-être retourner cette page, on suit Kamerhe, il dit tout c'est sur instruction du chef de l'État qu'il a agi finalement dans ce programme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque part quand même l'implication du chef de l'État dans ce procès? Vous savez, une responsabilité peut-être politique. J'ai eu l'avantage de gérer de grosses équipes et d'avoir dans cette équipe-là, par exemple, 50-100 personnes. Et ma relation avec chacun des membres de l'équipe est définie par ce que j'appelle les thèmes de référence du travail. Si vous travaillez pour moi et comme directeur de cabinet, et les thèmes de référence donc indiquent que votre travail c'est de gérer le personnel, de gérer les contrats, de gérer les fonds, de recruter les personnes ou de les révoquer, ainsi de suite là, ça ce sont les thèmes de référence qui sont définis. Mais je ne crois pas que le chef de l'État puisse mettre dans les thèmes de référence de son directeur de cabinet aller détourner les fonds publics, aller donner... Pas détourner, peut-être aller partir par les instructions données par le chef de l'État. Aller violer les lois et donner des contrats à vos copains. Aller, par exemple, faciliter l'acquisition des biens par les membres de vos familles. Je ne crois pas que le chef de l'État puisse mettre cela dans les termes de référence. Si quelqu'un a fait ça au niveau du directeur de cabinet, c'est qu'il n'a pas été honnête. Il a violé les règles d'éthique et il sera jugé conformément aux lois existantes. Et des lois jugent donc des criminels supposés. Et s'il est trouvé donc coupable, c'est lui en tant que personne qui sera trouvé coupable de cet acte criminel et pas le chef de l'État, parce que les chefs de l'État ne peuvent pas avoir demandé à quelqu'un d'aller faire ces choses-là. Il y a tout de même quand même des questions qui se posent par rapport à ce procès. Pourquoi se tarder sur le secteur maison préfabriquée alors que l'État du genre, enfin, l'essence du chef de l'État, c'est également plusieurs autres secteurs? Qu'est-ce qu'on veut cacher dedans finalement? Non, mais j'ai compris que ce procès n'est que le début et qu'il y a plusieurs procès qui vont suivre. Ça, c'est sur les maisons préfabriquées. Mais il y aura un autre projet sur les sauts de moutons.
il y aura un autre peut-être projet sur les 15 millions, et ainsi de suite. Il y aura plusieurs procès qui vont se succéder. Ouais. Nous voulons connaître toute la vérité sur tout ce qui s'est passé dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Il ne doit y avoir aucune exception et personne ne doit être protégé pour une raison ou une autre. Vous avez été candidat président de la République. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette condition. Votre directeur de cabinet est au procès. Est-ce que vous pensez que vous allez tenir encore pendant le mandat? Bien sûr, si d'abord je suis président de la République et que je ne suis pas intervenu pour sauver mon directeur de cabinet qui est accusé de ces antivaleurs qui minent notre pays au sol, je pense que je dois être félicité par le peuple congolais. J'aurai beaucoup de soutien de la part du peuple congolais parce qu'ils vont dire, voilà un chef d'État qui veut que le pays marche et qui respecte l'état de droit et qui n'intervient pas pour sauver les criminels. Donc je crois que c'est un élément qui apporte la popularité au chef de l'État. Ça c'est un. Deux, maintenant, est-ce qu'on va tenir pendant tout le mandat? Moi je crois oui. Parce que si on arrive à justifier que l'acte qu'on a posé n'est pas dû à un acharnement politique pour éliminer un concurrent, l'acte qu'on a posé, c'est simplement pour mettre en place un état de droit qui fonctionne et punir tous ceux qui ne respectent pas donc les lois. Je ne vois pas pourquoi ça devrait affecter donc mon mandat. Bien au contraire, le reste du mandat peut se dérouler comme sur les roulettes. Pourquoi? Parce que les gens auront confiance que je suis un chef d'État qui prend des décisions et qui laisse agir la justice dans l'intérêt du peuple congolais et du développement du pays. Alors je vous invite à suivre la population qui a réagi également par rapport à ce procès. Il demande au juge d'être impartial. Qu'il reste impartial, qu'il ne soit pas ni des côtés des Camérés, ni des côtés de la République, qu'il reste vraiment impartial pour faire bien son travail. Parce que dans ces pays, on ne comprend pas ce qui se passe. Que ce soit les saints, que ce soit les diables, tout le monde devant l'argent, il devient vraiment corruptible. C'est pour cela qu'on a besoin vraiment qu'il travaille vraiment très bien, qu'il soit à l'aise, qu'il montre vraiment ce qu'il est, parce que les peuples comptent sur lui. Bon, nous encourageons cela parce que personne n'est au-dessus de la loi. Okay. Nous avons besoin que chaque personne, si il détourne quelque chose, et surtout l'argent de l'État, qu'il paye pour cela. Ça va nous donner vraiment la discipline et notre pays va aller de l'avant. Qu'il ne soit pas tenté à la corruption, car la Bible dit toujours c'est la justice qui élève une nation et non le contraire. S'il doit céder à la corruption, c'est que le Congo est encore très loin pour se développer. Le procès qui vient de commencer, je vais conseiller au juge de savoir une chose, le Congo est dans un état de délabrement. Les choses ne se réalisent pas, c'est toujours utopique. Nous sommes dans le chaos. Qu'il soit honnête, qu'il y a aussi l'amour de ces pays pour bien tracer ces procès. Et je lui demanderai de faire aussi beaucoup d'attention par rapport au milieu et l'entourage qui l'entoure, pour ne pas tomber dans l'erreur qui vient de se passer, où nous sommes tous dans l'étonnement. Je lui demanderai seulement d'être très prudent. Voilà, tout à l'heure, là, c'est la population qui a réagi par rapport au procès. J'aimerais quand même peut-être avoir votre réaction au compte des réactions de la population. Je voudrais partager les préoccupations que mes compatriotes qui viennent de parler ont mis sur la place publique. Le premier a insisté sur le fait que le procès doit être équitable. Il n'y a personne dans notre pays qui est contre un citoyen quelconque. Personne n'est contre Vital Kamerhe en tant que personne. Nous voulons qu'il soit traité correctement, avec dignité, mais aussi nous voulons qu'il soit tenu responsable de ses actes. Nous voulons que la justice fasse son travail. Ouais. Pas de fanatisme, pas d'opposition à outrance contre un individu, pas d'acharnement. Nous voulons qu'il soit jugé de façon équitable. Qu'on puisse se baser sur les faits, que la défense le défende, mais également que ceux qui représentent la République présentent donc leur cas, pourquoi ils pensent qu'il doit être condamné, et que la justice soit juste au milieu pour trancher de façon équitable. Alors je voudrais quand même qu'on scrute un tout petit peu le plan Marshall Noël Tchani pour la RDC dans son volet économique. Je voudrais quand même que vous puissiez vous étendre là-dessus, d'autant plus que le pays traverse une crise économique terrible. Quelle est votre appréciation par rapport à cela au regard de votre plan Marshall? Vous savez, quand j'ai commencé à présenter le plan Marshall, beaucoup de gens avaient des difficultés à comprendre ce que je voulais réaliser. Aujourd'hui, la pandémie a créé les conditions et les bases pour que tout le monde comprenne pourquoi
J'insistais sur le fait que, d'abord, le diagnostic montre que la situation du pays elle est catastrophique. Corruption endémique, le budget de l'État est très faible. Pourquoi? Parce qu'on vole les biens publics et avec impunité, et surtout que l'administration publique est désorganisée. Aujourd'hui, le peuple congolais peut comprendre pourquoi je disais ces choses-là. Vous avez vu combien d'argent sort de la Banque centrale en cash, en dollars, sans qu'il y ait donc des mécanismes donc de contrôle. On favorise les détournements des fonds publics au grand jour. L'argent quitte la Banque centrale, est destiné à arriver à Ecobank. Quand ça arrive au niveau de la banque intermédiaire qui est la Robank, on sort tout l'argent en cash et l'argent s'évapore de la nature. C'est très grave. Ou bien la Banque centrale paye des gens 1 million de dollars ou plus en cash, on amène ça dans les maisons des personnes individuelles qui amènent ça au Bas-Congo, mais tous les mécanismes sont mis en place pour, en quelque sorte, voler les ressources publiques. Maintenant, le plan Marshall veut qu'on change tout ça. C'est-à-dire, ayons des programmes bien spécifiques pour restructurer d'abord les conditions de paix et de sécurité pour que, sur l'ensemble du territoire national, qu'on puisse vivre en paix. Maintenant, qu'on restructure l'État et l'administration publique, les institutions clés de l'État, pour que chaque institution fasse son travail donc correctement, la chaîne de dépenses puisse fonctionner correctement pour qu'on suive les règles avant de décaisser l'argent public. Ensuite, je souhaiterais que nous puissions maintenant investir dans ce que nous avons de plus précieux pour notre pays, la population, le peuple congolais. C'est-à-dire qu'on investisse massivement dans l'éducation primaire, secondaire et universitaire, qu'on facilite l'accès de tous à l'éducation, pas n'importe quelle éducation, pas l'éducation qui donne lieu aux diplômes obtenus dans des pays où on achète des diplômes, mais l'éducation qui donne des formations de qualité comme en Suisse, aux États-Unis, en Amérique, ainsi de suite. Là. Donc nous voulons restructurer le système éducatif de cette façon-là. Mais le secteur de la santé, c'est l'un des plus importants. Nous voulons doter notre pays d'infrastructures sanitaires pour que quand on a une pandémie comme celle-ci, les gens soient à mesure donc d'être pris en charge. Et enfin, maintenant, le secteur économique, qu'on investisse dans des secteurs qui améliorent donc notre vie quotidienne. L'agriculture, l'élevage et la pêche pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Qu'on investisse dans ce que j'appelle l'industrialisation du pays pour transformer localement nos matières premières congolaises en produits finis, produits semi-finis pour notre consommation, mais également pour exporter vers l'extérieur. Mais qu'on mette en place surtout des infrastructures de base. L'eau, l'électricité, les chemins de fer, les aéroports, les routes modernes, les aéroports modernes. Aujourd'hui, les gens peuvent comprendre pourquoi je disais cela. Vous voyez, pour combattre la pandémie, on nous dit qu'il faut se laver les mains plusieurs fois. Comment allons-nous laver les mains plusieurs fois si seulement moins de 10% de la population a accès à l'eau potable, à l'électricité? Nous devons construire des infrastructures de base pour mettre le peuple congolais en position donc de vivre correctement comme tous les autres peuples du monde. M. Tchani, je trouve que votre plan Marshall n'est pas différent des 5 chantiers du chef de l'État. Alors, par quelle magie cela pourrait se réaliser? Vous savez, il y a une très grosse différence entre ce plan Marshall et ces fameux 5 chantiers-là. D'abord, les concepteurs du plan. Quel est le concepteur donc du plan, les 5 chantiers de chef de l'État? Vous parlez de l'ancien chef de l'État. Bien sûr. Quel est le concepteur de ce plan-là? Pardon. Je ne connais pas le concepteur de ce plan, et un plan doit avoir la paternité. C'est lui-même le chef de l'État. Je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas que Joseph Kabila ait la capacité de concevoir donc un plan de développement. Ça n'engage que vous. Hein, je ne crois pas. Mais ce plan ici est conçu par Dr Noël Tchani avec un certain nombre de Congolais professionnels. Et Dr Noël Tchani, qui est-il? Docteur en sciences économiques, 40 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du développement, un spécialiste de développement. On vous parle également d'autres conseils du chef de l'État passé, qui était également expérimenté, avec plusieurs diplômes, et rien n'a marché. Hein. Donc, c'est pas une excuse. Hein. Je ne vous ai pas bien entendu. Non, il y a une différence ici, c'est l'expérience. Ouais. Moi, je suis un spécialiste du développement. J'ai non seulement conçu ce plan-là, mais je l'ai conçu en me basant sur l'expérience accumulée à travailler sur 85 pays différents sur les 5 continents. Et il y a des pays qui ont bénéficié de mon expertise, qui se sont développés et sont devenus des meilleurs pays. Comment imposer finalement ce plan Marshall? J'arrive. C'est comme si vous voulez sélectionner les joueurs de Léopard et vous avez à choisir pour le numéro 9 qui doit marquer les buts chaque fois que les Léopards touchent la balle. Vous avez à choisir entre les personnes suivantes. 1. Jean-Pierre Bemba, qui est propriétaire de cette chaîne de télévision. Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République actuelle. Vous avez Dr Noël Tchani Mwadianvita,
Et vous avez Trésor Mputu. Vous avez besoin du numéro 9 pour marquer l'équipe, pour l'équipe de Léopard. Vous allez choisir qui? Vous allez choisir Trésor Mputu. Pourquoi? Parce qu'il est professionnel de ce secteur-là et c'est ça qu'il fait pour vivre. Quand vous avez à développer un pays et que vous avez des plans présentés par chacune de ces personnes-là, vous serez donc naïf de ne pas choisir le plan présenté par Dr Noël Tchani Mwadi Anvita, parce que c'est ça qu'il fait pour vivre et il est spécialiste de ce secteur-là. Monsieur Noël Tchani, est-ce le problème du Congo, c'est le programme des candidats présidents ou des acteurs politiques, ou ce problème de l'homme finalement? Parce que nous avons vu également plusieurs autres candidats présenter de grands programmes, de grands projets, malheureusement. Rien ne marche depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Le problème du Congo, c'est tout ce que vous avez mentionné. Un, manque de vision, donc manque de véritable de programme de développement. Deux, manque d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Trois, manque de bonne gouvernance. Quatre, manque d'institutions pour mettre en œuvre le programme tel qu'il se doit pendant la période de temps. Et surtout, manque de compétences et d'expertise, de références. Vous savez, quand vous regardez ces 5 éléments-là, Noël Tchani Mwadi Anvita remplit tous les critères. Et je souhaiterais que les gens puissent se mobiliser maintenant derrière cette vision claire de développement, parce que nous savons ce que nous voulons réaliser. Sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent en 15 ans, mobiliser tout le peuple congolais, et surtout, c'est un plan qui a le chantre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'ils veulent réaliser et qui vont se battre pour délivrer au peuple congolais ce que le plan envisage donc de réaliser. Le plan Marshall, comme on le sait, c'est les États-Unis qui finalement ont alloué des fonds pour l'Europe après la guerre mondiale. Non, mais quand vous parlez, pourquoi parler des plans Marshall alors que vous ne parlez même pas d'un prêt qui vient de l'extérieur? Voilà, je parle du plan Marshall, c'est pour que les gens comprennent facilement ce que nous voulons réaliser. C'est juste un terme générique pour dire un plan de reconstruction du pays. C'est comme quand vous allez dans votre maison, il y a quelque chose qu'on appelle frigo. Vous savez d'où ça vient, frigo? Ça vient de la marque Frigidaire. C'est une marque qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, on trouve des compagnies telles que Sony, Mitsubishi et consorts qui fabriquent la même machine pour faire le froid, conserver la nourriture. On appelle ça communément comment? Frigo. Donc le plan Marshall, c'est juste un plan de reconstruction qui a eu à produire des effets. Il a été mis en place pour reconstruire les pays d'Europe de l'Est, d'Europe occidentale détruits par la guerre. Et aujourd'hui, tous ces pays d'Europe occidentale qui font la bouche, ils sont devenus ce qu'ils sont grâce à la mise en œuvre de ce plan Marshall. J'ai utilisé ce terme-là pour capter l'attention de tout le monde. Donc, mais ce plan est essentiellement congolais, conçu par les Congolais, pour le Congo et utilisant les ressources congolaises. Son financement va nécessiter, avant donc Covid-19, j'ai parlé de 800 milliards de dollars sur 15 ans à mobiliser en grande partie sur les ressources intérieures, en combattant la corruption, en luttant contre la prédation des ressources naturelles, en luttant contre les détournements des fonds publics. Et aujourd'hui, le peuple congolais peut comprendre, à travers le procès Caméré, qu'on a beaucoup d'argent, mais cet argent nous est volé parce que c'est géré n'importe comment. Donc si nous bouchons les trous, nous allons ramasser suffisamment d'argent pour financer notre plan. Maintenant, le petit reliquat sur les 800 milliards de dollars, parce que les ressources intérieures vont représenter 680 milliards, le petit reliquat viendrait donc des investissements directs des étrangers, mais également d'aides bilatérales et multilatérales. Donc c'est un plan qui est essentiellement financé sous des ressources intérieures congolaises. Alors, vous parlez beaucoup de ce plan Marshall, mais on voulait quand même parler également de vous, hein, parce que bon, il faut vous dire quand même 2-3 questions par rapport à votre personnalité. Vous vous présentez comme candidat président de la République aux élections passées, mais on peut se poser la question de savoir qui finalement est Noël Tchani avant les élections. Avant les élections, Dr Noël Tchani Mwadi Anvita, c'était un petit garçon congolais. Un petit garçon. Un petit garçon congolais, né en Ghana-Jika, qui a étudié dans des conditions extrêmement difficiles, école primaire, secondaire et en Ghana-Jika. J'obtiens mon diplôme d'État, je débarque à Kinshasa comme tout autre enfant congolais. Je m'adresse au gouvernement du Zaïre à l'époque qui me donne la bourse d'études. J'ai étudié en Belgique, j'ai fait jusqu'à ma maîtrise en sciences économiques à l'université de Liège. Je vais à Grenoble, en France. J'obtiens un DSS, diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Je débarque à Paris dans une école de commerce, 3e cycle, Institut supérieur de gestion. J'ai fait donc le programme en finance internationale. Je termine, je m'en vais aux États-Unis. J'ai fait MBA, Masters of Business Administration en banque et marché financier. Mon diplôme est signé par le chairman de New York Stock Exchange, la bourse des valeurs donc new-yorkaise, John Pellen à l'époque. Et quand je termine, je reviens à Paris, j'ai fait mon doctorat en sciences économiques à l'université de Paris 9 Dauphine avec spécialisation en banque et finance.
Et retenez s'il vous plaît, ma thèse de doctorat porte sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo, avant de retourner aux États-Unis pour aller à l'université de Harvard, où j'ai fait un diplôme postdoctoral en leadership et management. Mais après avoir terminé toutes les études, je ne me suis pas arrêté là-bas. J'ai travaillé dans les banques commerciales à New York, banques commerciales d'investissement parmi les plus grandes, Citibank, mais aussi JP Morgan Chase, et je débarque à la Banque mondiale où j'ai fait 30 ans en tant que spécialiste des questions de développement. Je m'occupe de plusieurs pays sur les 5 continents, 85 pays au total sur les 5 continents. Donc voilà ce que c'est Noël Tchani Mwadi Anvita. Et c'est cette expérience-là qui m'a amené à concevoir pour mon pays. Alors, je comme l'impression que vous avez plus évolué à l'étranger. Vous avez quand même bénéficié de la bourse, n'est-ce pas, du Zaïre de l'époque. Est-ce qu'on peut vous retrouver quand même parmi ceux-là qui ont une bourse importante? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on peut retrouver quand même Noël Tchani parmi ceux qui ont une bourse importante en RDC? Une bourse importante. La bourse que m'avait donnée, c'est la même bourse qui était donnée à tous les étudiants congolais. Une bourse importante, c'est-à-dire par rapport à vos avoirs. Est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes aujourd'hui capable, vous-même, de vous prendre en charge pour prendre je me prends en charge. Là-dessus, je veux que les gens puissent le savoir. Oui, et c'est pas pour rien qu'on me pose cette question. Je peux non seulement me prendre en charge aujourd'hui, mais je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie sans travailler. Je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne vais pas mettre sur la place publique des choses de considération personnelle. Je peux travailler même gratuitement pour la République démocratique du Congo sans attendre un seul sou de la République parce que je peux me prendre en charge comme ça. C'est une dernière question par rapport à vous-même. Quels sont les rapports que vous entretenez avec certains acteurs politiques congolais d'aujourd'hui? Et qui, par exemple? Par exemple? Et qui, par exemple? J'entretiens d'excellentes relations avec tous mes compatriotes, surtout les acteurs politiques, parce que je considère que nous nous battons pour le même objectif. Si nous nous battons pour le même objectif, nous devrions regarder dans la même direction et mettre nos efforts ensemble pour arriver à changer la vie du peuple congolais. Mais vous avez des partenaires politiques, il faut le dire. Vous avez fait des alliances avec d'autres partis politiques. Je suis ouvert à tout partenariat avec tous les Congolais qui veulent que le Congo se développe. Là-dessus, je n'ai aucune condition à poser. Je demande que tous les autres qui veulent venir autour de la table de discussion, la table que j'appelle de la fraternité congolaise, qu'ils viennent pour que chacun de nous apporte ce que j'appelle son avantage comparatif. Moi, je mets sur la table déjà le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui peut constituer donc la base de discussion pour que nous puissions parvenir à cette vision partagée par tout le peuple congolais. Mais tous les autres acteurs politiques peuvent venir chacun avec ce qu'ils considèrent être donc leur point fort. Nous allons nous mettre ensemble, nous allons travailler pour la RDC et nous allons faire émerger la RDC après la pandémie de Covid-19 pour que dans 15 ans, on devienne un pays émergent. On vous nomme ministre de l'économie, ça vous va? Dans le gouvernement prochain, par exemple, après Maniban? Je vous ai déjà dit que moi, je n'ai aucune condition à ce qui concerne contribuer pour la République démocratique du Congo. Mais 2023, Noël Tchani, également candidat président public? Je pense que c'est trop tôt de parler de ça. Nous venons de sortir donc d'une élection, une élection importante. Nous avons un nouveau président. Nous devons lui donner tout le soutien possible pour qu'il réussisse. Mettons d'abord de côté nos egos personnels, comme on dit en anglais. Donc, laissons la chance à ce président de la République de mobiliser tout le monde, de travailler et de développer la RDC. Si nous arrivons en 2023 et qu'on trouve par exemple que les choses marchent tellement bien et que les obsèques ce serait malsain de pouvoir se présenter contre lui. Mais si on arrive en 2023 et qu'on trouve que rien ne marche, le pays est désarticulé, il n'y a rien, le peuple congolais est dans le désarroi, dans le désespoir, on va réévaluer les chances en ce moment-là. Mais pour l'instant, moi je ne pense pas à 2023, je voudrais simplement que le Congo en tant que pays s'organise, mette en place des institutions qui fonctionnent et qu'on se mette au travail. Voilà, c'était peut-être là l'avant-dernier mot de Noël Tchani pendant ce magazine, parce qu'il faudra également qu'il dise son dernier mot. Nous faisons maintenant part d'un événement important qui parle de prise en charge des obsèques de Daniel Muluki, ancien combattant qui a pris part à la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement s'aligne sur les derniers pelotons congolais qui ont donné de leur vie pour la survie de notre nation. Les obsèques de Daniel Muluki Basoloa, ancien combattant de la guerre mondiale 40-45, s'annoncent grandioses. Dans cette perspective, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo Kambinga a organisé dans son cabinet de travail une séance technique pour la réussite de ces obsèques.
Étaient présents à cette réunion la secrétaire générale aux anciens combattants, le général Kabwanga, les officiers supérieurs de l'armée, les membres de la famille, ainsi que d'autres parties associées à l'organisation de ces obsèques. Le ministre Sylvain Mutombo a d'entrée de jeu rassuré à toutes les parties son implication pour donner à ce vétéran de la guerre 40-45 des hommages dignes. Il s'agit par exemple de la décoration à titre posthume de Daniel Muki par le chancelier des ordres nationaux, de l'exposition d'une effigie de l'illustre disparu sur la place Force publique dans la commune de Kassavubu, où des gerbes de fleurs et des bougies pourront être déposées par la population en hommage à cet ancien combattant. À l'issue de cette réunion, le professeur Joseph Voto, qui a accompagné la famille, s'est dit satisfait. Nous avons accompagné la famille du caporal Muki auprès du ministre qui a tenu une réunion avec l'administration de l'armée sur les préparatifs des honneurs qui doivent être rendus à l'honorable disparu. Autant que nous regrettons la disparition de Daniel Muki, ça fait mal au cœur, mais autant nous sommes un peu réjouis, j'ai dit un peu, parce qu'on devrait faire mieux que ça. Il y a cette étape d'honneur qu'on leur doit, mais il y a aussi cette étape de reconnaissance de leurs droits. Il y a leurs familles qui sont là, il y en a qui sont encore en vie. Albert Kounyoukou est encore en vie. Il y a peut-être d'autres que nous n'avons pas pu identifier, qui sont en province, on ne sait pas. Donc le combat continue et que à cette occasion de ce deuil, que ça nous donne encore assez de force, assez de tonus pour continuer à nous battre pour le droit de ceux qui ont disparu et de leurs familles. Signalons qu'avant cette réunion, le ministre Sylvain Mutombo avait dépêché son directeur du cabinet, le colonel magistrat Adolphe Boula, au domicile du premier sergent Daniel Muki, situé au quartier Ancien Combattant, dans la commune de Ngaliema, pour compatir et réconforter sa famille. À cette occasion, sacs de riz, sacs de maïs, sachets de sucre, bidons. Voilà, c'est les tout derniers éléments de ce magazine. Peut-être une réaction par rapport à cela? C'est vraiment émouvant. Moi, je suis ému de voir notre compatriote qui a donné ses années de jeunesse au travail pour la République, défendre même notre pays pendant les guerres. Je voudrais saluer sa bravoure, saluer sa mémoire. Je suis content que le pays puisse le respecter, l'honorer. Et je voudrais d'ailleurs que nous puissions saluer la mémoire de tous ceux aussi qui se sont donnés au travail de la République pendant toute leur vie. Quand nous avons l'occasion en tant que peuple, nous devons honorer et respecter nos morts. Je crois que c'est important. Mais si nous faisons toutes ces choses-là, moi je suis convaincu que la République démocratique du Congo en tant que pays, nous allons réussir. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Nous allons réussir parce que je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. L'impossible n'est pas congolais, tel est le dernier mot de Noël Tchani pour ce magazine. Je rappelle qu'il est candidat président, il était candidat à la présidence de la République pour les élections passées, président de la force du changement et regroupement politique, auteur du plan Marshall Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe pilotée par Sergio Makoso, Koupar Bola, Sulembo ainsi que même Simbi Amavinga. On se retrouve donc le dimanche prochain. Bonsoir.